Alors, bonjour, monsieur le doyen, mes chers collègues, chers invités, mes chers étudiants. On enchaîne directement avec le troisième panel qui s'inscrit dans le cadre de ce grand colloque de notre faculté à propos de la recherche en sciences de l'éducation. Ce panel, si on ose dire, s'inscrit dans l'axe 4 du colloque qui porte sur la gouvernance des systèmes éducatifs et leur évaluation. Nous avons 4 interventions. La première de M. El-Mekawi, M. Bonjou, M. Régnier, à propos de la décentralisation de la gouvernance des établissements scolaires, quelles modalités de coopération et de complémentarité et entre l'État et les collectivités territoriales. Le cas du Maroc, de la France, du Brésil et de l'Allemagne. La deuxième communication de notre cher collègue M. Youssef Naïd, qui porte sur les sciences d'éducation et gouvernance du système d'éducation et de formation au Maroc, enjeux linguistiques et praxéologiques, affichés et occultés entre le discours de la recherche scientifique et celui de l'expertise internationale. Nous avons une autre communication qui porte toujours sur la gouvernance, mais cette fois du système universitaire, évolution historique du concept et définition et modèle de M. Ibrahimi et M. Ahsan. La quatrième et la dernière communication de notre collègue Ilyas Khatili, المقاربة الإصلاحية المشتركة لإرساء نموذج جديد لإصلاح التعليم وسؤال الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية في ضوء خارطة الطريق 2022-2026. Alors on ouvre la séance avec la première présentation. Monsieur Mekawi, à vous la parole. Vous avez 15 minutes pour présenter votre travail. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir de présenter avec vous ce modeste travail que j'ai rédigé et que j'ai préparé avec mon ami professeur Jean-Claude Régnier, qui m'a encadré dans la préparation de mes travaux de thèse au sein de l'Université de Lumière 2002, et avec mon ami Mohamed Bonjou, doctorant dans la même université. L'intitulé de notre présentation, c'est la déconcentration dans la gouvernance des établissements scolaires, quelles modalités de coopération et de complémentarité entre l'État et les collectivités territoriales, cas du Maroc, de la France et de l'Allemagne et du Brésil. M. Régnier, ses professeurs au Brésil, donc il peut apporter plus de précisions sur cette question-là. Comme vous le savez, l'efficacité et l'efficience et la rentabilité sont devenus des éléments clés du fonctionnement et d'évaluation du système scolaire, parce qu'on considère qu'un système éducatif efficace est celui qui atteint les objectifs scolaires les plus hauts possibles avec un coût relativement faible, c'est la frugalité. Et dans cette quête d'un système éducatif efficace et performant, la décentralisation et la déconcentration constituent un choix primordial que le Maroc, à l'instar d'autres pays, a mis en œuvre en impliquant les collectivités territoriales dans les services et les services déconcentrés dans l'implémentation territoriale des politiques d'enseignement ainsi que dans la gestion des établissements scolaires. Et donc, à partir d'un benchmark entre un système centralisé, un système d'un État fédéral, c'est le cas de l'Allemagne, nous présentons dans ce travail, ou bien nous cherchons à répondre aux questions suivantes. Quels sont les périmètres de compétences de l'État et des collectivités territoriales dans la politique éducative en général et dans les questions, ou bien la gestion des établissements scolaires en particulier? La deuxième question, comment le partage de compétences administratives de ces différents acteurs impacte-t-il la qualité des services éducatifs et par conséquent les performances des élèves en termes d'acquis? Et la troisième et dernière question, quels sont les périmètres de compétences de l'État et des collectivités territoriales dans la politique éducative et la gestion des établissements scolaires? Donc, nous commençons par un aperçu sur le système scolaire
marocain, bien l'introduction de la déconcentration et la décentralisation dans la gestion de notre système éducatif. Comme vous le savez, c'est la Charte nationale d'éducation et de la formation dans son article, dans son levier 19, a considéré la déconcentration comme un moyen pour développer une gestion plus efficace et plus efficiente du système d'éducation et de formation et de l'adapter aux spécificités des besoins de chaque territoire et de chaque région. Et dans ce sens, les deux lois 2007 et 2001 relatives respectivement aux académies et aux universités, donc ces deux textes juridiques ont institué la déconcentration dans la gestion du service éducatif et d'enseignement supérieur à travers ce qu'on appelle la déconcentration, la décentralisation fonctionnelle. C'est ça le choix que notre pays a fait à travers la création des académies et des universités qui ont le statut des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative. Et donc, l'administration, le département de tutelle, l'administration centrale, transfère certaines de ses compétences aux académies et aux universités. Et l'administration centrale garde de larges compétences dans les domaines stratégiques de la politique éducative, de la pédagogie par la définition des programmes, des rythmes scolaires, la supervision, le contrôle, la gestion, etc. Et les établissements, à travers, parce qu'on a fait le choix de doter chaque établissement scolaire d'un conseil de gestion, ou présidé par le directeur, où sont représentés les enseignants, les communes, bien les conseils communaux et aussi les associations des parents d'élèves. Ça, c'est au niveau des établissements. Mais malgré cette réforme institutionnelle et juridique pour instaurer ce type de décentralisation fonctionnelle, la gestion du service éducatif au Maroc, le Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche scientifique a constaté dans son évaluation de la mise en œuvre de la charte 2012-2013 que l'échelle de décision entre l'administration centrale et les niveaux centralisés continue à fonctionner comme le passé. Donc cette modification institutionnelle et juridique n'a pas poussé les acteurs, les services, les académies et leurs services extérieurs à jouir vraiment des compétences qui ont été transférées à ces entités. Et face à cette situation, tenant compte des conséquences négatives qui en découlent, la Commission spéciale sur le modèle de développement a récemment recommandé qu'il est essentiel de doter les académies régionales d'éducation et de formation de véritables pouvoirs de décision et d'une réelle autonomie dans le cadre d'une déconcentration affirmée et à même de leur assurer un meilleur ancrage dans leur territoire d'intervention et une prise de compte des spécificités locales dans la politique d'enseignement. Et donc, avant d'analyser certaines idées qui ont été développées dans le nouveau modèle de développement, convient d'apporter un focus sur quelques expériences internationales. Dans le cas, par exemple, de l'Allemagne, qui est un État fédéral, le partage de compétences se fait entre les Länder, et donc chaque Länder constitue un État fédéral, il a une constitution, il a un parlement, il a un gouvernement local. Et au sein de chaque gouvernement, de chaque État fédéral, il y a un ministre de l'éducation. Pour assurer la cohérence entre les Länder, on a mis en place la conférence des ministres de l'éducation. Et sur cette, à travers des recommandations, la conférence des ministres de l'éducation essaie d'assurer la cohérence et la coordination entre les différents Länder de l'État de l'Allemagne. Et donc, dans le cadre de la dite conférence, le ministre fédéral de l'éducation, c'est-à-dire l'administration centrale, encourage les Länder à coopérer entre
dans les domaines éducatifs et harmoniser les pratiques éducatives. Son rôle se limite uniquement à veiller à ce que les États fédérés et l'Inder respectent un cadre général et offrent un niveau d'éducation comparable dans tous les Länder. Et le financement de l'éducation, le système éducatif en Allemagne, il est partagé entre les différents niveaux d'intervention, entre l'État fédéral, entre les Länder et aussi le secteur privé à travers la notion, bien les entreprises formatrices. Dans le cas de la France, c'est un État, c'est pas un État fédéral, c'est un État centralisé, mais qui est en train de dynamiser le processus de la décentralisation. Et dans ce sens, la Constitution française de 1946, selon son préambule, l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État. Donc c'est l'État qui se charge de l'enseignement. Mais avec le renforcement des processus de la décentralisation, les collectivités territoriales en France sont venues appuyer l'État dans l'exercice de cette mission. Et donc le code de l'éducation français stipule que l'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ces services. Et donc, en 2002, 82 et 83, la France a adopté des lois qui ont instauré la décentralisation de ce pays. Donc, on a transféré plusieurs compétences aux collectivités territoriales, aux régions, aux départements et aux communes. Et bien sûr, l'État, reste responsable de l'élaboration des programmes d'enseignement, de la formation, de l'affectation et du paiement des enseignants, des personnels enseignants et la délivrance des diplômes. Par contre, les collectivités territoriales, par exemple les régions, les communes s'occupent des écoles primaires et des écoles maternelles. Ils payent aussi les salaires des personnels non enseignants, les ATSET par exemple. Les collèges sont... c'est le conseil départemental qui se charge des collèges, leur construction, la maintenance, etc., le transport aussi. Et la région s'occupe du lycée et la formation professionnelle. Donc, en France, on a transféré les compétences c'est-à-dire des politiques d'enseignement, certaines attributions aux collectivités territoriales. Donc, ce n'est pas comme l'expérience marocaine, on a la décentralisation fonctionnelle, mais dans le cas de la France, on a une sorte de territorialisation des politiques éducatives à travers le transfert de compétences du ministère, de l'État, vers les collectivités territoriales. Pour le cas du Maroc, et avec le nouveau modèle de développement, comme vous le savez, il a donné une grande importance à la question de la régionalisation pour bâtir le Maroc des régions. Et donc, la commission spéciale a considéré que pour édifier un capital humain de qualité et mieux préparé à l'avenir, il faut procéder à une transformation profonde du système scolaire pour l'asseoir sur de nouveaux paradigmes et en outre, il a prôné le choix d'un Maroc des régions afin d'assurer la convergence et l'efficience des politiques au niveau des territoires. Et là, la Commission sur le nouveau modèle de développement a appelé à affirmer la concentration administrative pour renforcer l'autonomie des académies régionales et assurer leur ancrage dans leur territoire d'intervention. Mais l'idée la plus intéressante dans le nouveau modèle de développement est la suivante, c'est à terme, les académies d'éducation et de formation peuvent être transférées aux régions, en cohérence avec l'article 94 de la loi organique relative aux régions. Donc l'idée maintenant pour la commission spéciale sur le nouveau développement, c'est de passer de la décentralisation fonctionnelle à travers la création
des académies à une sorte de territorialisation des politiques publiques, mais pas à l'image ni de la France ni de l'Allemagne. L'idée c'est-à-dire des rédacteurs et des concepteurs de cette idée, c'est d'abord, on renforce les attributions et les compétences des académies à travers une déconcentration, à travers un transfert de compétences de l'État, du ministère de l'Éducation vers les académies. Donc on est dans le cadre de la décentralisation fonctionnelle ou technique, et après on transfère, parce que y a selon la constitution marocaine, on fait un partage de compétences. On a des compétences propres pour chaque niveau territorial, des compétences partagées avec l'État et des compétences transférables que l'État peut transférer à la région, par exemple. Et parmi les compétences à transférer, on a l'enseignement. Et donc, il recommande de transférer les académies après le renforcement de leurs compétences aux régions. Mais ça, c'est conformément, comme je dis, à cet article de la loi organique 14 plutôt. Mais ça pose plusieurs questions. D'abord, c'est comment les académies seront-elles transférées aux régions? Dans ce sens, la loi organique, parce que le transfert de compétences, il est encadré par deux principes dans la loi organique relative aux régions. C'est la progressivité et la différenciation entre les régions. Donc on transfère les compétences de manière progressive, mais en fonction des ressources et de capacités de gestion de chaque région. Donc la question qui se pose maintenant, est-ce que les académies seront-elles rattachées d'un coup et en même temps, ou bien les compétences des académies seront-elles transférées aux régions de manière progressive? Donc peut-être on va transférer à une région, par exemple la région de Casablanca-Stade, on transfère à cette région la compétence c'est-à-dire la gestion de l'enseignement, mais pour d'autres régions, l'enseignement reste géré par le ministère de l'Éducation nationale. Donc on a le principe de la différenciation entre les régions et le principe de la progressivité. La deuxième question, est-ce que la politique éducative est une politique nationale ou une politique locale? Et quelles sont les limites des régions régionales et locales dans l'élaboration des politiques de l'enseignement? Parce qu'on sait que le principe de l'unification était l'un des 4 principes fondamentaux qui ont orienté les différentes réformes que notre système a subies depuis l'indépendance. Donc, on a c'est-à-dire ce principe de l'unification des curricula, des programmes, des méthodes, etc. Bien sûr, la charte a recommandé de réserver une partie dans les curricula c'est-à-dire une part du programme régional, chose comme ça. Mais là, on va transférer aux régions l'enseignement comment on va définir les choix stratégiques des politiques éducatives, quel est le rôle à jouer par le Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche scientifique, si on aura des entités au niveau des régions qui relèvent de ce Conseil, etc. Donc ces questions que la Commission n'a pas détaillées ni dans le rapport général, ni dans les notes thématiques qui ont annexé à ce rapport. Troisièmement, selon l'article 3 et 4 de la loi 2007 relative aux académies, donc chaque académie, on a un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration sont représentés, il y a le président de la région, les présidents des conseils provinciaux et préfectoraux, les présidents des conseils des communes urbaines. Donc cette possibilité dans nos collectivités, la possibilité d'agir et d'intervenir dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de la conception, l'implémentation et le suivi et l'évaluation des politiques d'enseignement. Ça, c'est au niveau de l'académie. Au niveau des établissements scolaires, on a le conseil de gestion. Et le conseil de gestion, dans le conseil de gestion sont représentés, il y a des représentants des communes. Et donc la question qui se pose maintenant par rapport à cette recommandation qu'on a dans le nouveau modèle de développement, est-ce qu'on a suffisamment exploité ces deux mécanismes, c'est-à-dire la
la présence des représentants des collectivités territoriales, à la fois dans le conseil d'administration des académies et dans le conseil de gestion des écoles. Donc, c'était des questions de réflexion qui nécessitent un travail surtout en management et en sciences de l'administration, comme on m'a conjugué sur deux, c'est-à-dire la décentralisation dans ses deux formes fonctionnelles et techniques, renforcer la déconcentration, tout en gardant, bien en tenant compte de la spécificité de la politique éducative dans la formation des générations futures, dans la construction d'un bon citoyen, transfert de valeurs, etc. Et merci pour votre écoute. Merci, M. Kawi. On vous remercie déjà pour votre efficacité. Vous avez parlé de l'efficacité, vous étiez efficace dans la présentation de votre intervention sans dépasser le temps alloué à la communication. Donc en attendant que M. Netzbeli prépare sa présentation, je présente rapidement, donc, si j'ose le faire, une petite synthèse de ce que vous avez présenté. Vous avez commencé par nous présenter donc, les trois modèles dans votre benchmarking, à savoir l'Allemagne, avec un système de gouvernance basé sur donc si vous voulez, vous avez appelé ça une décentralisation fonctionnelle. Et le rôle donc de la conférence des ministères, des ministres de l'éducation pour fédérer les différents les différentes lenders que vous avez appelées, et aussi la participation du secteur privé dans ce modèle à travers l'entreprise formatrice. C'est par la suite un modèle que nous connaissons tous, la France, avec donc, le rôle des collectivités territoriales, donc, avec donc, des régions qui prennent en charge la gouvernance du système éducatif. Et bien sûr, notre cas, vous avez plutôt focalisé sur le nouveau modèle de développement, mais quand même, vous nous avez donc apporté aussi un aperçu sur la mise en place des ARF, des académies, avant d'arriver à cette phase où on pense, comme vous avez dit, à instaurer un nouveau modèle de gouvernance du système éducatif qui renforce toujours les compétences des académies régionales, tout en intégrant une nouvelle dimension, celle donc d'affecter les académies aux régions. C'est impressionnant, c'est difficile à dire. Vous avez dit donc aussi qu'il y a plusieurs enjeux qui rentrent dans le cadre de cette ambition. Déjà, nous avons plusieurs enjeux en matière d'instauration d'une délégation complète des compétences, d'une approche, ou bien d'instaurer toujours encore une approche participative entre la région et les différentes institutions de l'État. Nous avons aussi des enjeux d'une gouvernance au niveau local, au niveau des établissements scolaires. Et ça pose encore problème de penser à instaurer, comme vous avez donc présenté, une décentralisation à la fois fonctionnelle et territoriale. On vous remercie, Dr Kawi. Juste une petite précision, vous avez obtenu votre doctorat et ce sera l'occasion, donc aujourd'hui, avec votre encadrant, M. Jean-Claude, de vous présenter à la fin de cette séance à l'audience et il vous présente votre diplôme aujourd'hui parce qu'il y avait des circonstances pour la remise du diplôme. Donc, on sera ravis. Monsieur Netzbeli, vous êtes prêt? On vous donne la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Kata, présidente de ce troisième panel. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer à ce colloque international dont l'importance n'échappe à personne. Ça me réconforte dans mes convictions en tant que professeur des sciences de l'éducation de voir notre faculté, notre prestigieuse faculté, puisqu'elle est la seule et unique faculté des sciences de l'éducation au Maroc, fait part de l'une de ses missions principales, à savoir mener une réflexion sur les sciences de l'éducation au Maroc. Je tiens donc
féliciter notre cher doyen et l'ensemble du comité d'organisation d'avoir pensé à organiser cet événement très, très, très important. Alors, je suis d'autant plus heureux de parler des sciences de l'éducation et des enjeux de la recherche scientifique et de l'expertise internationale. Je pense que c'est une thématique très peu discutée au Maroc, les rapports entre chercheurs et experts et décideurs. C'est pour cette raison que je voulais vraiment contribuer à développer une réflexion sur un sujet qui pose, qui est d'une extrême importance vu les relations que je vais présenter tout à l'heure, tous azimuts, entre décideurs, chercheurs et experts de la coopération internationale. Mais avant de vous donner une idée sur le contenu de ma communication, je voudrais quand même partir d'une métaphore qui va me permettre d'une entrée de jeu de mon sujet, à savoir la métaphore de l'homme intelligent et de l'homme sage. Quelle serait selon vous la grande différence entre un homme intelligent et un homme sage? Je pense que c'est connu par les professeurs et tout simplement l'homme intelligent est capable de résoudre des problèmes que l'homme sage est capable d'éviter. Par analogie à cette métaphore, je pense qu'aujourd'hui la représentation générale qui est en train de se faire entre le chercheur en sciences de l'éducation et l'expert international en sciences de l'éducation, c'est que tout simplement, l'expert international, il propose de résoudre des problèmes que le chercheur en sciences de l'éducation appelle depuis toujours à éviter. C'est en tout cas, je pense, une manière de résumer les rapports très complexes entre la place du chercheur et la place donc de l'expert en coopération internationale dans le domaine de l'éducation. Je vais, avec votre permission, aborder 4 points. Le premier point, je vais parler de la recherche en sciences de l'éducation ici et ailleurs, en donnant quelques constats et quelques interrogations. Cette première partie va compléter ce qui a été dit ce matin, surtout dans la première table ronde sur les enjeux des sciences de l'éducation au Maroc. Je vais aborder un deuxième point en parlant des natures et des fonctions du discours de la recherche en sciences de l'éducation au Maroc. Je vais partager avec vous quelques réflexions, quelques constats. Et je vais donc toucher de plein fouet le sujet de ma présentation, à savoir la recherche et l'expertise internationale en éducation et en formation en contexte marocain, ce que j'appelle conflit en discours et discours en conflit. Et après, je voudrais terminer par des pistes de dépassement de ce que j'appelle la délégitimation entre les chercheurs et les experts en sciences de l'éducation et formation, en vous donnant quelques pistes qui mènent vers une complémentarité du discours et de l'action. Voilà. Donc, essayons de commencer par le premier point. Alors, ce qui est aujourd'hui connu par les professeurs des sciences de l'éducation, et c'est ce que nous enseignons pratiquement à nos étudiants quand on parle des sciences de l'éducation, nous leur disons tout simplement qu'il s'agit des sciences de l'éducation, c'est un ensemble de disciplines qui se caractérise par l'unité de l'objet et par la diversité des approches. Et en matière de méthodologie de la recherche scientifique, nous apprenons aussi à nos étudiants que la recherche scientifique est une activité intellectuelle de production rationnelle de connaissances nouvelles et cumulables dans un environnement socio-politique. Sauf que quand il s'agit des sciences de l'éducation, les choses sont encore plus compliquées. Et je vais aller dans le sens de ce qui a été dit ce matin en évoquant trois grandes exigences des sciences de l'éducation aujourd'hui au Maroc et partout et sous d'autres cieux. La première exigence, c'est la question de la complexité croissante de l'objet de l'étude. Aujourd'hui, les sciences de l'éducation en 2023, dans une situation post-Covid, ne ressemblent en rien aux sciences de l'éducation telles qu'elles sont conçues avant la pandémie. Deuxième exigence, c'est qu'aujourd'hui, il y a donc une interdépendance des dimensions multiples. Quand on parle des sciences de l'éducation, on est dans les dimensions individuelles, on est dans les dimensions collectives, on est dans les dimensions aussi objectives, subjectives, épistémologiques, axiologiques, fonctionnelles, etc. Donc cette interdépendance constitue une deuxième exigence des sciences de l'éducation. Et enfin, la complémentarité des approches psychologiques, sociologiques, historiques, linguistiques, politiques, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder les sciences de l'éducation si on ne met pas en avant cette triple exigence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parler de la scientificité des sciences de l'éducation pose un sérieux problème, pas
pour les spécialistes des sciences de l'éducation, mais pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui se posent toujours la question, est-ce que les sciences de l'éducation constituent aujourd'hui une vraie science? Et quand on dit science, c'est en relation particulièrement avec la validité des résultats. Est-ce qu'on peut aujourd'hui admettre que dans les domaines des sciences de l'éducation, on puisse donner des résultats valides et validés? Alors, l'enjeu majeur des sciences de l'éducation, je peux le résumer de cette manière. C'est d'abord un cadre épistémologique commun entre les psychologues de l'éducation, les philosophes de l'éducation, les sociologues de l'éducation, les historiens de l'éducation, les économistes de l'éducation, entre des méthodes d'investigation partagées, là aussi les méthodes utilisées en psychologie ne ressemblent en rien à celles des sociologies, etc., et un système unifié de validation des résultats. Je pense que c'est là où le bas blesse, la question de validation des résultats. Quand des recherches en sciences de l'éducation présentent des résultats, comment ces résultats ils sont validés, par qui ils sont validés, comment utiliser, exploiter ces résultats. Alors, ce qui nous pose le problème de la légitimité des résultats en sciences de l'éducation, qui constitue aujourd'hui partout dans le monde un discours, un sujet vraiment de controverse. Les résultats en sciences de l'éducation sont parfois perçus et interprétés en termes de prétention de faire science. Aujourd'hui, quand un chercheur des sciences de l'éducation présente ses résultats, on est en train de dire, bon, il est en train de prétendre à la scientificité, à nous jouer donc le statut, à oser prendre la posture de l'homme de science. Sauf que la production des résultats en éducation sort un triple défi. Je pense que le premier, c'est un défi épistémique, puisqu'il concerne l'intelligibilité des phénomènes, concerne aussi les connaissances produites et validées dans le domaine des sciences. Il y a un deuxième défi qui est axiologique, la recevabilité individuelle et collective de ces résultats, comment ils sont reçus. Et enfin, donc, un défi pragmatique, parce qu'il concerne la question donc, du fonctionnalisme pragmatique ou le monde du travail, comment aujourd'hui les sciences de l'éducation sont perçues à l'intérieur et de l'extérieur. Ce triple défi s'accompagne d'une relation de dépendance entre l'élaboration des connaissances, leur incidence sur les sujets et leur conduite dans leur action. Je pense que si on peut résumer aujourd'hui l'enjeu principal des sciences de l'éducation, c'est le va-et-vient entre le discours et l'action, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire pourquoi il y a tant de poids de l'expertise internationale, parce que ça touche particulièrement cette partie de l'action qui constitue, selon beaucoup d'observateurs, qui peut constituer un point de faiblesse des recherches en sciences de l'éducation. Je parle bien sûr du Maroc et je ne peux pas généraliser. Donc l'enjeu, c'est la question des savoirs utiles à la pratique. Est-ce qu'aujourd'hui on produit des savoirs qui sont utiles à la pratique? Et c'est cette porte laissée entrouverte qui permet donc au discours de l'expertise de rentrer, puisqu'il est focalisé sur la question de l'action et sur la question de la pratique. Donc il s'agit de proposer un dépassement de la situation d'une activité de recherche perçue comme déconnectée de la réalité. Aujourd'hui, je rencontre quelques-uns de mes collègues ou des amis, ils me disent « Qu'est-ce que vous faites, vous, à la faculté des sciences de l'éducation? Qu'est-ce que vous faites ?» Parce que vous n'êtes pas très présent dans les réunions des différents ministères qui sont en relation avec l'éducation et la formation. On ne voit pas de chercheurs des sciences de l'éducation, de la faculté des sciences de l'éducation et du réseau des établissements chargés de l'éducation et de la formation. Donc c'est une question aussi du lien avec la réalité. C'est aussi une période où on arrive aujourd'hui à des conceptions applicationnistes d'une expertise en surplomb. Aujourd'hui c'est facile. L'expertise, que ce soit nationale ou internationale, prend de la place qui est laissée par les chercheurs en sciences de l'éducation. C'est ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il faut réellement penser un partenariat entre les chercheurs et les experts. Maintenant, si on veut parler des sciences de l'éducation au Maroc, je ne vais pas donc m'étaler sur cette question, mais tout simplement vous dire que déjà la Charte nationale, elle a abordé la question de la recherche en sciences de l'éducation, différents articles en parlent. Vous avez la vision stratégique aussi, différents articles parlent de la recherche et de l'importance de la recherche, etc., etc. Tout ça, ça a été dit, ça a été redit, ça a été révisé et dit plusieurs fois. Là aussi, la loi cadre parle clairement de l'institutionnalisation de la recherche en sciences de l'éducation. Et je peux même aller plus loin en parlant de la stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique qui a été menée donc, il y a une dizaine d'années à l'horizon de 2025. Et cette action, cette stratégie propose un certain nombre
de mesures que vous voyez, donc, qui concernent à la fois la question des conditions, la question des ressources humaines, financement, coopération internationale, résultats de recherche, etc. Mais cette recherche dernièrement a connu une espèce d'actualisation des axes de recherche. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, on a même, je pense l'année dernière, on a essayé d'actualiser les axes de cette recherche et on a considéré que l'éducation et la formation doivent constituer un des axes majeurs de la stratégie nationale de la recherche scientifique et technique au Maroc. Toutefois, considérer l'éducation et la formation comme un axe stratégique de la recherche est une chose, la réalité telle qu'il est perçu, vécu et enregistré en est une autre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs des sciences de l'éducation dans l'ensemble de l'échiquier des chercheurs ne constituent que 0,4% par rapport à l'ensemble des chercheurs au Maroc. Donc ces statistiques remontent à 2018. Je pense que, et là, M. Doyen pourrait confirmer ce que je dis, à partir de 2019, on pourrait aller à 0,5 puisqu'il y aurait un recrutement davantage de professeurs des sciences de l'éducation, mais on est toujours minime par rapport à l'ensemble des chercheurs des sciences humaines et sociales et des domaines de la santé, des domaines de la médecine, etc. Ce qui est encore frappant, c'est que sur ces 0,4%, 61% sont des hommes. Donc cela veut dire que les sciences de l'éducation n'est pas encore une discipline qui attire des femmes, sachant très bien que l'éducation est affectée à la condition féminine, est affectée à la femme. Et donc c'est un appel que je lance à mes étudiantes et aux étudiants de la faculté des sciences de l'éducation de se consacrer pour pouvoir équilibrer ce constat, donc des 39% des femmes qui sont chercheuses en sciences de l'éducation. Alors maintenant, la question qui se pose, quand on a ce nombre très limité de chercheurs en sciences de l'éducation, comment on pourrait participer à l'animation de la recherche en sciences de l'éducation dans le monde entier? Et je voudrais partager avec vous les principales thématiques de recherche en sciences de l'éducation, qui sont la gouvernance des systèmes éducatifs, qui sont l'évaluation de la qualité de l'enseignement d'apprentissage, l'apprentissage tout au long de la vie, et l'inclusion et diversité, et les technologies éducatives et innovation pédagogique. Vous imaginez par exemple que si on a, à la faculté des sciences de l'éducation, on a quelques 103 ou 104 enseignants-chercheurs, pas tout simplement des sciences de l'éducation, mais on va dire, puisqu'on travaille tous dans un établissement qui est dédié aux sciences de l'éducation, il faudrait à un moment donné que nous soyons présents dans ces thématiques qui sont des thématiques aujourd'hui mondiales et donc nationales. Malheureusement, pour pouvoir être présent dans cet échiquier international, nous continuons à subir un certain nombre de contraintes que je vais partager avec vous en mettant un haut-parleur exprès, puisque cela peut-être va permettre d'avoir plus d'écho. La question du plaidoyer sur les résultats de recherche, il faut plus d'efforts. La question aussi de la création des équipes de recherche basées sur la complémentarité, ça a été dit et redit depuis ce matin. La question du fonctionnement réticulaire des équipes de recherche pour atteindre une masse critique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit une masse critique, et un des grands avantages de cette réforme des licences d'éducation aujourd'hui, c'est qu'elle commence à permettre à tous les professeurs des sciences de l'éducation du Maroc de se rencontrer, de se mettre en réseau, etc. Et ça, je pense, c'est le point de départ pour pouvoir constituer donc une base solide. Là aussi, la question de recrutement de nouveaux enseignants, chercheurs spécialisés dans les sciences de l'éducation, la compétitivité, la visibilité et l'identité numérique, tout ça, pour moi, constitue des enjeux aujourd'hui pour que ces 0,4% puissent vraiment être présents sur le monde. Et là aussi, la formulation de grands objets, de grands projets de recherche. Donc je mesure mes mots. Il ne s'agit pas de petits, mais de grands projets interdisciplinaires qui permettent d'intervenir ou d'impliquer d'autres collègues, d'autres universités. La mobilisation des financements, la production de niveau international, publication scientifique, développement des activités des laboratoires. Je pense que ça, et la concurrence des experts et des concurrents. Il faut qu'on récupère la place qui est aujourd'hui de plus en plus prise par les experts et par les consultants. Alors, qu'en est-il du discours sur la recherche et l'expertise internationale en éducation, en formation, en contexte marocain? Voilà, je voudrais revenir à cette trilogie
donc, que j'ai explicité ce matin, à savoir donc, la discipline qui est la recherche de sciences de l'éducation, la recherche comme activité intellectuelle de production de connaissances et l'expertise internationale que je vais définir comme un ensemble de connaissances et de compétences acquises par les individus et qui permettent de comprendre, d'analyser les politiques, les pratiques, les problèmes complexes et de proposer des solutions. Voici, si vous voulez, la grande différence entre les chercheurs et les experts, c'est que ces derniers proposent des solutions, en tout cas donnent l'impression de proposer des solutions sous forme de recommandations. Voici aujourd'hui l'enjeu majeur des sciences de l'éducation dans des pays du Sud ou des pays en développement comme le Maroc, où le décideur hésite à un moment donné s'il va faire appel au chercheur ou à l'expert, et le consultant, il est annexé à l'expert. Donc, qu'est-ce qui pousse un décideur, commanditaire, ou appelez-le comme vous voulez, pour qu'il fasse appel à l'un ou à l'autre? Le chercheur, c'est qui? Le décideur, pardon. C'est une personne physique ou morale qui prend des décisions. Voici donc sa particularité, c'est qu'il est là pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer et de déterminer une politique pratique au niveau national, régional et local. Et enfin, c'est quelqu'un qui justifie le recours de l'expertise comme l'aide à la décision rationnelle. C'est ça le fondement du décideur. C'est que moi, j'ai besoin d'une aide à la décision, mais qui soit donc rationnelle dans un monde de plus en plus imprégné des sciences et des cliniques. C'est qui le chercheur? Le chercheur, c'est d'abord un producteur de connaissances. Ça, c'est vraiment la définition. C'est quelqu'un qui travaille à partir d'un projet. C'est quelqu'un aussi qui capitalise sur les connaissances des autres. C'est quelqu'un qui ne commence pas de zéro, quelqu'un qui est toujours sur, rappelez-vous, la question donc, de la revue de littérature, etc. Enfin, le chercheur, c'est quelqu'un qui produit, qui peut produire par lui-même, mais il a besoin des autres, il a besoin de la validité des autres, il a besoin que son travail soit refuté, soit transposable, soit réapprobable, donc, comme le dit donc, Jacques Hardouin. Enfin, l'expert, c'est un professionnel reconnu dans un champ particulier, il appartient à une communauté de personnes ayant la même expertise, c'est quelqu'un, contrairement au chercheur, c'est quelqu'un qui ne produit pas forcément des connaissances. Donc l'expert, c'est quelqu'un plutôt qui peut exploiter les productions des chercheurs, mais qui peut aussi les exploiter, les emprunter et les adapter à ses propres contraintes. Voici donc, si vous voulez, donc je ne vais pas m'attarder, je vais très rapidement passer cette question donc, des connaissances et des politiques. Le Maroc, pourquoi l'expertise internationale est très importante? Parce que le Maroc est un pays modèle en matière. Le Maroc est un pays qui est convaincant pour les organisations internationales, pour la simple raison que ce qui est validé par la coopération internationale au Maroc est facilement transposable et facilement vendable pour d'autres contextes. Cette problématique de l'expertise et de la recherche, ça a été réfléchi depuis Max Weber. C'est vraiment le premier qui a commencé à parler de l'analyse de la situation de l'homme de science face aux impératifs pratiques de l'action, je pense donc au célèbre ouvrage Économie et société. Elle a été aussi reprise par le célèbre philosophe Michel Foucault sous la thématique ou ce qu'il lui appelle l'épistémé, savoir et pouvoir. Quelles sont les relations entre savoir et pouvoir? J'ai noté aussi que cette problématique a été revue par un certain nombre de chercheurs sur d'autres cieux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Maroc, il y a un seul chercheur qui s'est intéressé à cette question, c'est Najib Artzbi, qui a donc produit un article très intéressant qui fait la politique agricole au Maroc, où quand l'expert se substitue au chercheur. Et ça, c'est vraiment très important dans un pays comme l'Onde de penser ces rapports tous azimuts. Expertise internationale, acceptation des politiques, etc. Donc c'est une question aussi de légitimer les décisions des décideurs. Aujourd'hui, la mission de dire la vérité, la question de la neutralité, l'extériorité du savoir par rapport au pouvoir, tout ça, c'est des enjeux qui se posent aux chercheurs des sciences de l'éducation. Alors, aujourd'hui, on est vraiment face au dilemme l'expert-chercheur ou le chercheur-expert, puisque aujourd'hui, les organisations internationales au Maroc, quand ils cherchent des experts, ils ne peuvent pas les trouver en dehors des enseignants-chercheurs. Au Maroc, on n'a pas de statut d'expert, à part
pas comme d'autres pays, vous avez les ENAR par exemple qui développent de l'expertise, mais aujourd'hui les principaux experts au Maroc sont à la fois des enseignants donc chercheurs. Donc comment trouver le juste milieu entre ces deux missions qui en apparence sont très différentes. Donc, les experts pour moi, les chercheurs en tout cas, ce sont des aiguilleurs de décision. Et aujourd'hui, le domaine des sciences de l'éducation au Maroc, avec cette hégémonie de consultants et d'experts, me fait rappeler cette image qu'avait donnée Pierre Bourdieu quand il a parlé du détournement du mérite, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas du domaine et qui, par la force des choses, commencent à convaincre parce qu'ils sont plus présents dans le contexte. Je voudrais terminer très rapidement par la question de la complémentarité, puisque c'est ça l'objet de ma communication. Ce n'est pas de dire qu'il y a d'un côté les chercheurs, de l'autre côté les experts, mais comment les deux peuvent travailler ensemble. Il y a des domaines qui peuvent, donc déjà l'expertise, elle intervient dans l'analyse des politiques éducatives, le partage des meilleures pratiques, le renforcement des capacités et la mobilisation donc des ressources. L'expertise internationale continue à avoir des critiques, donc à faire l'objet d'un certain nombre de critiques. Priorisation des intérêts des bailleurs de fonds, ceux qui financent. Deuxièmement, vous avez la participation, une faible participation des acteurs et des bénéficiaires. Vous avez une prise en compte limitée des réalités locales. Vous avez donc là une surévaluation des résultats quantitatifs. Et vous avez une proposition de stratégie qui perpétue un certain nombre d'inégalités. Mais quelles sont aujourd'hui les contraintes de collaboration entre chercheurs et experts? Premièrement, vous avez les contraintes politiques et bureaucratiques, vous avez les différences culturelles et linguistiques. Aujourd'hui, on fait appel à des experts internationaux qui travaillent avec d'autres experts nationaux ou qui travaillent avec des enseignants-chercheurs, mais il y a une grande différence à la fois culturelle et linguistique. Vous avez les ressources non équilibrées et vous avez les problèmes de communication institutionnelle et interpersonnelle, et vous avez l'usage des différentes méthodes de recherche. Les experts n'utilisent pas forcément les mêmes méthodes qui sont reconnues dans le domaine ou dans le contexte des chercheurs. Quelques pistes pour moi qui vont dépasser donc, ces problèmes: accéder à des fonds institutionnels et des programmes internationaux, c'est-à-dire pour les deux, pour les experts et pour les chercheurs. Adapter, former des équipes interdisciplinaires, partager les connaissances et les résultats, participer à des forums internationaux, élaborer des politiques éducatives globales, développer des partenariats internationaux, impliquer des parties prenantes locales, etc., etc. Voici donc un petit peu comment moi je vois donc ces rapports très complexes entre le discours de la recherche et le discours de l'expertise. Je voudrais juste, pour terminer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, revenir à ma métaphore de départ, quand j'avais essayé de comparer l'homme intelligent à l'homme sage, en mettant en avant que l'expert, que le chercheur en sciences de l'éducation, il est plutôt du côté de l'homme sage, parce qu'il prévoit les problèmes. Je vais équilibrer et inverser. Donc l'homme sage, disent beaucoup de gens, c'est celui qui connaît ses limites. Et l'homme intelligent, c'est celui qui n'a pas de limites. Sur ce côté-là, je pense que l'expert, quelqu'un qui connaît ses limites, puisqu'il est mandaté pour faire tel ou tel travail, alors que la grande valeur du chercheur en sciences de l'éducation, c'est que lui, en principe, n'a pas de limite dans sa réflexion. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, professeur Netzveleid. Vous nous avez mis au cœur, on va dire, de la problématique du colloque, une grande réflexion sur la recherche en éducation, et aussi une réflexion autour de ce dilemme chercheur-expert. Vous avez conclu par dire que ce n'est pas une approche normalement de dilemme, mais plutôt une recherche de complémentarité. Effectivement, vous avez pu nous faire aussi donc, un lien avec ce qu'on a vu dans les conférences de cette matinée. Vous m'avez personnellement fait un rappel avec l'intervention de M. Gamal lorsqu'il a parlé de résolution de problèmes qui n'est pas suffisante, mais comment identifier, conceptualiser des problèmes donc, entre chercheurs et experts, où réside la compétence et comment arriver à produire la connaissance, en même temps résoudre des problèmes pour participer donc, au développement de ce secteur. Aussi, donc,
changer le paradigme, comme a dit Sophie cette matinée, donc et partir vers l'interprétativisme et de ne pas rester dans le positivisme. Voici quelques pistes de réflexion, bien sûr, et aussi donc, beaucoup d'éléments très pertinents. Donc on vous remercie, professeur, et pour ne pas tarder, peut-être, M. Assad va présenter sa communication à propos de la gouvernance universitaire, évolution historique du concept, définition et modèle. Donc un aperçu un peu spécifique par rapport à la gouvernance des systèmes éducatifs qui se rapporte à l'enseignement supérieur. Et ça peut être donc une présentation plutôt théorique du concept de gouvernance du système universitaire. C'est bon? Pas encore? Oui, vous prenez votre temps. Sinon, donc, si je peux aussi faire donc, juste une petite synthèse par rapport aux apports de M. Netplay dans sa réflexion. Vous avez mis l'accent sur la place de la recherche et de l'expertise dans le pilotage du système éducatif, mais vous avez posé des questions pertinentes comme comment se fait la collaboration entre les différents acteurs. Vous avez déjà présenté la place de chaque acteur, le décideur, le chercheur, l'expert, le praticien. Comment aussi donc, sont exploités les résultats de la recherche en éducation, c'est très important. À quel point on arrive à valider, légitimer ces résultats de la recherche en éducation et formation. Plusieurs défis épistémiques, pragmatiques, quel lien avec la réalité, d'autres questions, et surtout un enjeu majeur que la place cédée par les chercheurs aux experts dans la réflexion à propos de plusieurs thématiques dans le domaine des sciences et de l'éducation, et à propos des thématiques aussi, vous nous avez apporté un aperçu sur les grandes thématiques actuelles qu'il faut développer, à savoir les technologies éducatives, l'évaluation, l'inclusion. Vous avez aussi donc, présenté pas mal si vous voulez aussi, donc c'était aussi une occasion avec votre intervention de se poser plusieurs questions par rapport à ce conflit entre le discours scientifique et le discours du praticien qui normalement, pour ce dernier, à savoir l'expert, plutôt c'est un discours de résolution de problèmes. Donc la parole est à M. Assad pour présenter sa communication. Vous avez 15 minutes, M. Assad. Je tiens d'abord à remercier M. le doyen, les organisateurs de ce colloque, toute l'équipe de la FSE et bien sûr l'audience ici présente. Alors notre communication, moi et mon cher collègue M. Brahmi, se porte sur la gouvernance universitaire. On va essayer de voir un petit peu l'évolution historique de ce concept, les définitions, trois définitions qu'on va voir, puis on va essayer de voir quelques modèles de la gouvernance universitaire, trois classifications, pour enfin conclure. Alors, pour l'introduction, la gouvernance universitaire se voit justifiée, comme pour la gouvernance en général, premièrement par l'évolution et la complexité du contexte, parce qu'on peut constater que l'environnement actuel est composé de plusieurs contraintes et exigences très variées faisant naître de nouvelles attentes sociales et politiques. Ces attentes sont dues à la pluralité d'acteurs, parce que maintenant on constate qu'il y a un véritable éclatement des sources d'autorité, surtout sur le plan des rapports de l'État à la société civile. Ce que Hamel et Jouve appellent un transfert d'une situation d'étatisation de la société à une autre situation de sociétisation de l'État. Le troisième point, c'est la nécessité de participation. Bien sûr, si on a une pluralité d'acteurs,
on doit bien sûr assurer une participation de tous ces acteurs et toutes ces parties prenantes. En plus de ces trois justifications, il y a d'autres justifications qui sont spécifiques au domaine de l'enseignement supérieur. On peut citer par exemple la massification de l'enseignement, les exigences de l'économie du savoir, et ainsi de suite. Alors, pour la problématique, toujours dans l'introduction, la problématique qui se pose pour l'université est d'une double tendance. D'une part, on a, par les missions de l'université, alors il doit promouvoir la recherche scientifique autour de la gouvernance, et d'autre part, il doit adapter ces systèmes de gouvernance à la complexité des enjeux auxquels elle est confrontée. Néanmoins, bien que les recherches autour de ce concept soient aussi abondantes, l'usage courant qui se fait de ce terme dans tous les domaines, et bien sûr dans celui de l'enseignement supérieur en particulier, nous amène à penser qu'un besoin de clarification est nécessaire. C'est pourquoi on va commencer premièrement par l'évolution historique de ce concept. Alors, l'évolution historique, comme vous voyez sur l'image, passe par trois temps majeurs. Premièrement, à la fin du Moyen Âge, les universités étaient des écoles religieuses, reconnues par le pape. Je parle ici de l'Europe, bien sûr. Elles étaient reconnues par le pape, fondant ainsi un système d'enseignement original monopolisé par l'Église. Alors, suite à de nombreux changements sociaux qui ont eu lieu dans cette période, alors ces changements ont nécessité de former des professionnels. Alors les universités ont répondu à ce besoin et ont servi d'institutions d'enseignement professionnel. L'université médiévale était une école à l'esprit moderne. Deuxième temps majeur, c'est le début de l'ère moderne. Au début de l'ère moderne, avec l'éclosion de l'idée des États-nations indépendants, la conception de l'université s'est vue transformée. L'idée de l'autonomie académique se trouva en contradiction avec celle de l'État-nation. Et les universités, bien sûr, devinrent par conséquent des institutions au service du gouvernement, bien de la monarchie. L'État alors protège l'université et l'université protège la pensée de l'État. Troisième période, c'est à partir de 1810 avec la création de l'université de Berlin par Humboldt. Alors en 1810, avec la création de l'université de Berlin, ce rôle de l'université commence à disparaître. Humboldt a proposé un modèle d'université qui suit le principe de l'unité de l'enseignement et de la recherche et celui de la liberté académique au service de la poursuite de la connaissance et de la recherche. Ce modèle a eu le plus grand effet sur la formation des universités de recherche dans le monde entier. De ce fait, les institutions de l'enseignement supérieur ont été transformées en institutions publiques, à la fois financées par l'État et en même temps ils sont protégés ils sont financés par le public et ils sont protégés par ce même public. Troisième temps, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Avec le capitalisme, la massification, la transformation de l'enseignement supérieur en un produit de masse, les pays du monde entier ont vu la nécessité de rechercher de nouveaux modèles de gouvernance. Alors maintenant, pour la question de la définition de la gouvernance universitaire. Pour définir la gouvernance universitaire, on se trouve devant des difficultés majeures. Premièrement, il y a une variabilité des définitions du mot gouvernance. Et deuxièmement, l'application de ce terme, au monde de l'université. Bien sûr qu'il y a des différences entre
l'université comme organisation, d'autres organisations comme par exemple les entreprises et ceci. Généralement, le concept de la gouvernance universitaire reflète la façon dont une université est gouvernée dans un contexte politique, social et économique donné. Alors, la première définition qu'on va donner, c'est celle de Shattuck. La gouvernance universitaire est définie comme les formes et les processus constitutionnels par lesquels les universités gouvernent leurs affaires. On peut noter ici que la gouvernance englobe les structures, les relations et les processus par lesquels, tant au niveau national qu'au niveau international, l'université est dirigée. Deuxième définition qui complète la première, c'est celle de Birnbaum, qui définit la gouvernance comme le terme que nous donnons aux structures et processus que les établissements universitaires inventent pour parvenir à un équilibre efficace entre les revendications de deux systèmes différents, mais également valables, de contrôle et d'influence organisationnelle. L'un de ces systèmes, fondé sur l'autorité légale, est à la base du rôle des administrateurs et de l'administration, bien sûr. L'autre est fondé sur l'autorité professionnelle qui justifie le rôle des facultés. Il y a ici une certaine opposition entre deux systèmes au sein de l'université. Cette opposition de deux forces valables et justifiées a pour but de créer un équilibre efficace entre les deux revendications, et c'est le but de la gouvernance. Troisième définition, celle de Kaiser et Eckel, la gouvernance est un processus d'élaboration des politiques et de prise de décision au niveau macro dans l'enseignement supérieur. C'est un phénomène à plusieurs niveaux. Il est caractérisé premièrement, par une pluralité d'acteurs. Maintenant, on ne va pas parler de deux forces, il y a plusieurs forces qui interagissent dans cette gouvernance universitaire. Il y a une pluralité d'acteurs impliqués. Il y a le processus, bien sûr, d'interaction et de négociation entre ces participants hétérogènes pour créer, comme on a dit, un certain équilibre. Pour les modèles de la gouvernance, on peut, avant de citer ces différents modèles, on peut préciser quelques notes pour comprendre le contexte. Alors, dans de nombreux pays, il y a eu un passage de la gouvernance académique traditionnelle à un modèle de gouvernance d'entreprise, mais adapté bien sûr aux organisations à but non lucratif. La mise en œuvre de ces nouveaux modèles d'entreprise constitue un véritable défi en raison de l'inertie des systèmes éducatifs nationaux fortement centralisés. Alors cette inertie, on peut la trouver par les lois, les procédures, les différentes lois qui régissent ce domaine. D'un côté. D'un autre, la liberté académique, bien sûr, a des exigences. Et troisièmement, bien sûr, le marché maintenant qui influence bien sûr cette gouvernance universitaire. Alors ces changements dans la gouvernance des universités devraient être effectués au-delà de la nécessité d'une adaptation continue à un monde en mutation. Les universités devraient propager leurs pratiques pionnières. Bien sûr, l'université ne doit pas subir, il doit agir sur la société. Alors aujourd'hui, la société exige beaucoup plus des universités en termes de contribution. Alors ainsi, les universités devraient passer de la création des connaissances pour devenir des organisations apprenantes. D'où bien sûr l'idée de la gouvernance, qui doit devenir une force motrice stratégique de l'université et un intégrateur puissant capable de transformer efficacement le capital intellectuel en un capital intellectuel opérationnel. Je parle d'un capital intellectuel potentiel en un capital intellectuel opérationnel. Les modèles qu'on va présenter, ils tentent de trouver un équilibre entre la stabilité et la flexibilité organisationnelle, entre les influences intra-organisationnelles et extra-organisationnelles, et entre bien sûr la centralisation et la décentralisation. Les établissements de l'enseignement supérieur sont soumis
sont soumis à des tensions dans un jeu de force tripolaire. Ils sont illustrés ici par ce triangle. Il y a d'un côté l'environnement professionnel, de l'autre il y a l'État, et de l'autre vous avez le marché. Avant de présenter ces modèles, je dois préciser qu'il n'y a pas de modèle de gouvernance prêt-à-porter. Chaque contexte, chaque pays doit élaborer son propre modèle. Alors la première classification est celle d'Alberto Amaral et son équipe. Il nous propose 3 modèles de gouvernance. Le premier modèle, c'est celui de l'United States Model, où les professeurs possèdent peu de pouvoir. Il est d'abord partagé entre les administrateurs et les différentes parties prenantes. Le deuxième modèle, c'est le modèle de l'United States, le modèle de l'United Kingdom. Le troisième, c'est le modèle continental. Les 3 modèles qu'on va présenter. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais passer un petit peu. Le deuxième modèle, la deuxième classification, c'est celle de d'Aubin qui nous présente un modèle tout à fait semblable à celui qu'on a déjà cité. Alors, je vais m'arrêter ici un petit peu pour voir cette conception que nous donne Larouche. Il nous donne cette conception par rapport au système de gouvernance. Alors, on va passer, s'il vous plaît, je vais passer pour conclure, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, pour la conclusion, ce travail est inscrit dans le cadre d'une étude plus large autour de la gouvernance, bien de la compréhension des pratiques de la gouvernance au sein des universités marocaines. On va présenter les résultats de cette recherche au futur. Qu'est-ce qu'on a conclu? On a trouvé que la compréhension et la représentation étaient embrouillées et confuses dans les universités marocaines, et bien sûr que les pratiques de la gouvernance au sein des universités marocaines présentent plusieurs insuffisances. Maintenant, pour finir avec ce sujet, je peux dire que nous pensons, moi et bien sûr et mon ami, que la gouvernance peut et doit se définir par un double aspect. Un aspect subjectif, la gouvernance doit être comprise comme un état d'esprit, c'est même une croyance pour nous. Cette croyance ne peut être individuelle, bien sûr, et elle va être comprise aussi par son aspect objectif, avec des pratiques, bien sûr, référentielles. Je termine ma communication pour dire que nous pensons aussi qu'avant d'investir des fonds publics dans l'aventure de l'économie du savoir, il serait plus adéquat de se demander de ce qu'il en est au niveau de l'université, de la société, mais aussi de l'individu. Car on ne peut pas juger des problèmes qu'affronte l'université, ni du sens de son développement, sans juger aussi du sens dans lequel la société se trouve engagée. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Arsat. On vous remercie pour votre présentation riche en informations à propos de la gouvernance du système d'enseignement supérieur, la gouvernance universitaire. En principe, même si vous avez signalé que la pratique de gouvernance au niveau de l'université marocaine présente des insuffisances et présente plusieurs défis, mais quand même vous nous avez présenté plusieurs modèles à partir desquels on peut s'inspirer pour développer un système de gouvernance efficace. D'ailleurs, j'ai trouvé dans votre présentation une réponse au questionnement de M. Mikawi par rapport à un système de gouvernance moderne, même si c'est dans un cadre de l'université, mais quand même aussi dans le cadre de l'enseignement scolaire, dans le cadre de la relation entre les académies et les collectivités territoriales, la participation des acteurs et l'approche à adopter dans la mise en place doit se référer à des modèles théoriques de base qui ont été normalement développés à travers une longue expérience. Donc, vous avez
Aujourd'hui, dans notre dernière séance, nous avons une présentation de la communication de Dr إلياس خاتيلي. المداخلة ستكون باللغة العربية، والموضوع هو المقاربة الإصلاحية المشتركة لإرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم وسؤال الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية في ضوء خارطة الطريق 2022-2026. إذن لكم الكلمة أستاذ إلياس. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. في الحقيقة مسرور جدا قوم بإلقاء هذا العرض بمناسبة ذكرى ال40 لتأسيس كلية علوم التربية. 40 سنة من العطاء، 40 سنة من العمل المتجدد المتواصل في خدمة منظومة تعليمية ميدانيا وبحثيا وأكاديميا. وفي الحقيقة هي فرصة لتجديد الشكر لكل الفاعلين والقائمين على القيادة التي أراها في الحقيقة قيادة حكيمة بالمستوى التربوي من خلال المشهد في الأدبيات التربوية، المشهد التربوي المغربي والعربي والعالمي الذي تسوقه كلية علوم التربية خدمة للمنتوج التربوي وخدمة للمنتوج التعليمي وخدمة للمدرسة العمومية. وخير دليل على ذلك بطبيعة الحال هو هذه التظاهرة العلمية بطبيعة الحال التي ترقى أن تكون لتظاهرة علمية من المستوى العالي من خلال المواضيع ومن خلال القضايا ومن خلال الإشكاليات التي تثيرها بعمقها وبروافدها المتجددة والمتعددة. أنا في الحقيقة سأقارب أحد الأوراق الإصلاحية وأحد الأوراق الإصلاحية الكبرى بأجهزتها وبمقاربتها وبمكوناتها وبرؤاها التبصرية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في الموسم المنصرم. وهي في الحقيقة أنا أرى بأنها وثيقة إصلاحية لم تنل حقها دلوقتي من الدراسة. لماذا؟ لأنها يعني وثيقة إصلاحية أو مسار إصلاحي ميداني بعيد عن التنظير وبعيد عن التطبيل وبعيد عن البرمجة. وبذلك تكون هذه التنظيمات الإصلاحية أو الأوراق الإصلاحية الكبرى المعتمدة على التطبيق والمعتمدة على الإجراء أو المعتمدة على التنزيل والمعتمدة على الميدان في الحقيقة هي التي تؤتي أكلها وهي التي تعطي مخرجات ومدخلات تجود المنتوج التعليمي الذي نرى بأن المدرسة العمومية في الحقيقة في حاجة إليه. موضوع كما ذكرت السيدة الرئيسة مشكورة ومقاربة إصلاحية مشتركة لإرساء نموذج تنموي لإصلاح أو لتجويد خدمات المدرسة العمومية خارطة الطريق نموذج. سنحاول من خلال هذه الورقة بطبيعة الحال أن نستقرئ مضامين هذه الخارطة باعتبارها وثيقة إصلاحية. سنحاول من خلال هذه الورقة أيضا أن نبين وجاهة مضامين هذه الرؤية الإصلاحية من خلال تحديد التزاماتها ومن خلال تحديد رافعاتها ومن خلال تحديد التزاماتها الكبرى بطبيعة الحال انطلاقا من تحديد المرجعيات والدوافع والأسس والرؤى التبصرية التي تهدف إليها هذه الرؤية. لماذا جاءت هذه الرؤية الإصلاحية وسمت بخارطة الطريق 2026؟ نعلم جميعا بأن المدرسة العمومية والمدرسة المغربية لا تحظى بالثقة الكافية ولا تحظى بالثقة الكاملة. لماذا؟ لأنها لا تعطينا منتوجا تعليميا أو لا تعطينا خريجا تعليميا متحكما في مكتسباته التربوية ومتحكما في آلياته وأدواته بناء على تقارير ودراسات تنبني على فلسفة النقد الذاتي أطلقتها وزارة التربية الوطنية، أولها البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات سنة 2019 ثم الدراسة التقييمية المنجزة في شتنبر 2022 والتي شملت عينة تقريبا بلغت 25,000 تلميذ وتلميذة من كافة المستويات. هنا نطرح سؤال أو نطرح مجموعة من الأسئلة في الحقيقة التي تعبد لنا الأرضية الأساسية التي سننطلق منها، وهو إلى أي حد ستبقى هذه الإصلاحات تصنع الأزمة؟ لأننا وزارة التربية الوطنية أو المنظومة التعليمية أو تاريخ الإصلاحات المنظومة التعليمية دأب على أن يعطينا مشهد الإصلاح من أجل صناعة الأزمة. وإذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ الإصلاحات التعليمية المغربية فيجب أولا أن نتحدث عن تاريخ الإصلاحات التربوية أو عن تاريخ النظام التعليمي التربوي في المغرب قبل الاستقلال وأثناء الاستعمار وبعد الاستعمار. أنذاك يمكن على الأقل أن نتموقع، لأن
الحديث عن اصلاح التعليم والحديث عن الاوراش الكبرى لاصلاح التعليم والحديث عن الاجهزه الكبرى لاصلاح التعليم بطبيعه الحال هو اصبح في الادبيات الاخيره هو حديث من لا حديث له، بدون علم وبدون تخصص وبدون مقاربه اجرائيه علميه دقيقه. وهذا بطبيعه الحال هو الذي يجعل هذا الاصلاح هذا يتخذ اما طابع سياسي او طابع ايديولوجي او ما الى ذلك، مما يجعل هذه الاصلاحات في عمقها وفي صلبها وفي جذريتها هي اصلاحات بعيده عن المشكل، تحوم حول الاضواء الكبرى التي تخلق على ضفاف هذا الاصلاح ولا تضع يدها على مكمنين الخلل. على مستوى تاريخ الاصلاحات التربويه في المغرب نعلم بان النظام التربوي المغربي قبل الاستقلال كان نظاما تعليميا، عفوا قبل الاستعمار كان نظاما تعليميا اصيلا، لان النظام التربوي كان ينبني على 4 محطات اساسيه. المحطه الاولى هي الكتاتيب، وبطبيعه الحال هي مؤسسات كانت تسيرها المساجد او ما الى ذلك، وهي بطبيعه الحال التي كانت تطلع بدور التعليم الابتدائي حاليا والخريج منها سنده وحفظ القران الكريم. بعد ذلك يستمر الى مرحله اخرى وهي المرحله التي تطلع او تناسب حاليا التعليم الثانوي الاعدادي، والتي كانت تكلف بها احدى المؤسسات التي في الحقيقه اقبرت ولم تنل حقها من البحث باستثناء بعض الدراسات الصوفيه وما الى ذلك، وهي الزوايا. الزوايا كانت تطلع بدور التعليم الثانوي الاعدادي، وبعد ذلك كانت الثانويه التاهيليه في المغرب معدوده على رؤوس الاصابع، على راسها ثانويه مولاي ادريس، وبعد ذلك الطالب يتم دراسته في التعليم العالي في جامعه الاخوين. نلاحظ اذا بان النظام التعليمي المغربي قبل الاستعمار بغض النظر عن الاهداف وبغض النظر عن الاستراتيجيات وبغض النظر عن الامكانيات هو نظام تعليمي على الاقل مؤسس من خلال استراتيجيه تنظيميه ضبطيه تعطينا واحد التدرج، وهذا التدرج بطبيعه الحال ايجابي سليم يعطينا خريجا يرقى الى مستوى العلماء او الى مستوى الفقهاء او المفكرين وما الى ذلك. التعليم بعد الاستقلال بعد الاستقلال او عشيه الاستعمار، التعليم عشيه الاستعمار المستعمر قسم المنظومه التعليميه الى 3 اقسام شرخت في الحقيقه او كانت احدثت شرخا كبيرا في هذه المنظومه. المستوى الاول هو مستوى الاعيان، المستوى الثاني هو مستوى الطبقه المحترمه او الطبقه المثقفه او الطبقه العليا، والمستوى الاخير كان يسميه كارل ماركس هو مستوى اعاده الانتاج، يعني التعليم لابناء الفلاحين والفقراء وما الى ذلك. عندما انتهى التعليم وجاءتنا ما يسمى باللجنه الوطنيه لاصلاح التعليم سنه 1957 او اللجنه الرسميه لاصلاح التعليم سنه 1957، نادت ب4 مبادئ اساسيه نعرفها جميعا. لان الاستعمار ترك التعليم مفرمسا، ترك التعليم غير مؤمم وغير موحد، والاطر غير الاطر التي بطبيعه الحال تدرس اطر غير مغربيه. لذلك نادت هذه اللجان ب4 مبادئ هي معروفه في الادبيه التربويه. المبدا الاول هو مبدا التعريب، ثم مبدا التعميم، ثم مبدا التوحيد، ثم مبدا المغاربه. وانذاك توالت سلسله الاصلاحات وتوالى مسلسل الاصلاحات. اول اصلاح سنه 1957 اللجنه الرسميه لاصلاح التعليم، سنه 1958 اللجنه العليا لاصلاح التعليم، سنه 1964 مناظره معموره، 1973 وهي اهم طفره تكوين مجلس اعلى للتعليم الذي ستعاد هيكلته سنه 2006 بظهير شريف بطبيعه الحال، سنه 1980 مناظره افران، 96 اللجنه الوطنيه لاصلاح التعليم، وسننتظر حتى سنه 1999 لنقف على اهم اجراء اصلاحي او اهم وثيقه اصلاحيه بناء على مخرجات وبناء على قوه تشريعيه اللي هي الميثاق الوطني للتربيه والتكوين 99/2009، ثم وثيقه لاصلاح المناهج والبرامج الدراسيه الكتاب الابيض، ثم وثيقه يعني المخطط الاستعجالي او اصلاح وفشل منذ بدايته 2009 ربما 2011، ثم تدابير ذات اولويه والرؤيه الاستراتيجيه 15/30 من مجلس اعلى التعليم، والاصلاح ما قبل الاخير هو قانون الاطار 51/17 اصلاح منظومه التربيه والتعليم والبحث العلمي. السيده الرئيسه انا راه عند بالي يلاه شي 5 ولا 6 دقائق واخا انا مازال ما دخلتش عليه. مزيان سأستمر. اخر قلنا اصلاح هو قانون الاطار 51/17 غش 2019، ولكن أنا هنا الآن لأدافع على أن كل هذه الوثائق الرسمية نالت حقها من الدراسة والتفكيك والتحليل والمقارنة والتنظير باستثناء خارطة الطريق. ما معنى خارطة الطريق؟ خارطة الطريق هي رؤية إصلاحية ستنبني على مجموعة من الرؤى المرجعية. أول إطار مرجعي ستنبني عليه خارطة الطريق هو الخطب السامية لجلالة الملك، أهمها خطاب الذكرى السادسة لعيد العرش يوليوز 2015. بعدها ستنبني على اطار مرجعي قوي ايضا نموذج تنموي ابريل 2021، ثم المشروع الحكومي شتنبر 2021، والقانون
قانون الإطار 51/17 غشت 2019. نلاحظ بأن هذه الرؤية الإصلاحية على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنفيذي وعلى المستوى القانوني هي قوية جدا. إذا هذه الوثيقة الإصلاحية مرجعيا تنبني على إطار تشريعي أو بناء تشريعي بمستوى رفيع عالي. لماذا؟ لأن الإصلاحات التي واكبت هذه الخارطة ديال الطريق قبل انطلاقها والتي حددناها في البداية، وهي البرنامج الوطني لتقييم التعلمات 2019 والدراسة التقييمية التي شملت 25,000 متعلمة، بيّنت بأن 70% من المتعلمين في المستوى الابتدائي والإعدادي والتأهيلي لا يواكبون المقرر الدراسي بعد نهايته. 70% من المتعلمين لا يواكبون المقرر الدراسي عند نهايته. 25% من التلاميذ هم الذين ينخرطون وينفتحون ويندمجون في الأوساط الدراسية، بمعنى يحضرون جسما بلا فكر وبلا فلسفة وبلا روح وبلا تأمل. هذه الدراسة التقويمية أيضا بيّنت بأن أكثر من 300,000 حالة غدر دراسي سنويا. هذه دراسات تقويمية قبل بناء خارطة الطريق. هذه الدراسات أيضا بيّنت بأن حوالي في التعليم الابتدائي 30% من المتعلمين لا يجيدون قراءة نص باللغة العربية من 50 كلمة بطريقة سلسة، و10% لا يجيدون قراءة نص باللغة الفرنسية من 15 كلمة، و13% لا يجيدون عملية قسمة بسيطة. تعرفون ليش؟ هذه معضلة. هنا القوة التشريعية تنبني. عدد أو نسبة الهدر المدرسي على مستوى التعليم الابتدائي تقريبا بالنسبة للتعليم الابتدائي ربما 37%، بالنسبة للتعليم الابتدائي ربما إذا أو التعليم الإعدادي ربما 23%، وربما 18% التعليم الثانوي والتأهيلي. أتمنى أن أكون قد ضبطت هذه النسب. 80% من الهدر المدرسي في العالم القروي، 20% في العالم الحضاري. نلاحظ أن هذه الإحصائيات هي تدق ناقوس الخطر وتبين بأن هذه الإصلاحات السابقة هي إصلاحات من أجل صناعة الأزمة وإصلاحات من أجل الإصلاح فقط. الرؤية أو خارطة الطريق انبنت على مجموعة من المداخل وانبنت على مجموعة من الالتزامات التي يمكن أن نناقشها. يمكننا أن نناقش بعض. يمكننا إذن هذه بعض النسب التي تؤكد الدراسة نسبة التلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفاية. المغرب في المرتبة 77 من أصل 79 دولة، 75 من أصل 79 دولة. النتائج التي بيّنتها الاختبارات الدولية والاختبارات الوطنية: 23% من التلاميذ لا يستطيعون قراءة النص، 30% من التلاميذ لا يستطيعون قراءة النص باللغة الفرنسية من 15 كلمة، و13% لا يستطيعون إنجاز هذه القسمة البسيطة جدا. بالنسبة لهذا المدرسي تلاحظون هذه النسب التي تحددها. إذن هنا هذه الخريطة تجعلنا ننطلق من ماذا؟ من الإصلاح المتمحور حول الوسائل والتدابير المصدرية إلى ثقافة إصلاحية محورية تنبني على الأثر. والجميل أن هذه الرؤية الإصلاحية قبل أن تنطلق أطلقت قبلها الوزارة ما يسمى بالمشاورات الوطنية لتجويد الدراسة العمومية. ما معنى المشاورات الوطنية لتجويد الدراسة العمومية؟ وأنا شخصيا شاركت فيها من البداية إلى النهاية حتى رفع التقارير الوطنية. المشاورات هي عبارة عن حملة إنصات تم الإشراك فيها كل الفاعلين داخل المؤسسة التعليمية وخارج المؤسسة التعليمية، بمعنى كل شركاء المدرسة العمومية، متعلمين من خلال ورشات الخيال الإبداعي وما إلى ذلك، ورشات خاصة بجمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ورشات خاصة بالأساتذة، ورشات خاصة بالجماعات التراثية والأقاليم والعلاماتية الأخرى من خرطت وعبأت بعض الاستمارات الخاصة بها. بمعنى أن هذه الرؤية أعطتنا رؤية تشاورية قائمة على رؤية إصلاحية من الداخل، هي تقطع بصفة نهائية مع كل الإصلاحات السابقة ذات الأثر المحدود بدون أثر. لأن هذه الرؤية الإصلاحية هي رؤية بنت بالأساس على ماذا؟ على رؤية استباقية تجريبية. يعني قبل أن ننزل مضامين خريطة الطريق، وزارة التربية الوطنية أطلقت حملة من أجل تجريب هذه العناصر ومن أجل بناء حملة إنصاتية تشاركية تشارك فيها كل شركاء المدرسة العمومية، حتى يكون هذا الإصلاح إذا نجح مسؤولية الجميع، وإذا فشل مسؤولية الجميع، أي نتقاسم مسؤولية الإصلاح. وهذه في الحقيقة هي الرؤية التي يمكن على الأقل أن تعطينا إصلاحا أو فشل الإصلاح بشكل موضوعي له أسباب وله قوانين وله دوافع. إذا بالنسبة لمحاور نعم، شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. إذن على مستوى الأهداف الاستراتيجية تلاحظون أولا ضمان جودة التعلمات، تعزيز تفتح المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم. إذن تلاحظون بأن هذه الرؤية هذه الإصلاحية بنت أولا على 3 أقطاب.
لم تذهب لا للمناهج ولا للبرامج ولا الرؤى ولا مباشره الى الاقطاب المباشره المتصله بالعمليه التعليميه التعلميه. التلاميذ منفتحون متحكمون في التعلم الاساس مستكملون تعليمهم الالزامي. اذا هذه ضد الهدر المدرسي. اساتذه متمكنون يحظون بالتقدير ملتزمون كلهم بالنجاح. ومؤسسه تعليميه توفر فضاء امنا للاستقبال تسودها روح التعاون بين كل الفاعلين. اذا هذه هي الالتزامات التي التزمت بها خارطه الطريق. وشروط انجاح هذه الخارطه مشروطه بثلاثه رافعات اساسيه. اولها الحكمه، ثانيا التزام الفاعلين، والثالث اساس هو التمويل من اجل تامين موارد الاصلاح. اذا هذه هي خارطه الطريق من اجل الاصلاح سنه 2022-23. يعني هذا الموسم الدراسي تقويمات موضوعيه. سنه 2024-25 تقويمات من لدى البرنامج الوطني للتقييم والتقييمات الموضوعيه التي تدخل في اطار التقييمات الدوليه بيزا والتقييمات الوطنيه طار وما الى ذلك، ثم الاثار الملحوظه من خلال 2026-2027 وبطبيعه الحال التي ستطلع بها يعني وسائل القياس ووسائل الاختبارات ووسائل ضبط المنظومه التربويه الدوليه في افق تحقيق ما يسمى بالرؤيه الاستراتيجيه في افق 2030. اذا هذه هي اهم الرؤى والعناصر والمكونات التي استقرأت هذا الاصلاح. انا في الحقيقه هذا المستوى الثاني شعرت بانني تاسفت عليه شيئا ما لانني لم اشرحه بالشكل الذي اردت، ولكن هناك ورقه بطبيعه الحال مفصله في هذا الاطار يمكن ان نناقشها. توسعت في هذه لازم تسمح السيده الرئيسه على الاطاله وتسمحكم على الاطاله. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ إلياس على هذه المداخلة القيمة الغنية كانت فيها قراءة خاصة لمقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر تنزيلا للرؤية تنزيل لمقتضيات نموذج تنموي جديد في إطار إصلاح المدرسة العمومية. حتى لا أطيل, on passe directement aux questions parce que vraiment on a tardé, on a pris beaucoup de temps. On va juste donner la possibilité de poser 2 questions, pas plus, qui seront 3 maximum, donc les plus urgentes. Alors, Monsieur Hassan Yacoubi, Monsieur Jean-Claude, Madame Nbiyi, voilà. Je m'excuse mes chers étudiants, peut-être on va entendre nos chers collègues et on aura l'occasion peut-être dans les prochains ateliers, dans les prochaines séances, à vous entendre. Alors, vous la parole, Hassan. Merci, professeur. Moi, je voudrais rebondir sur une question que le professeur Netil a traitée. C'est la question, cette dualité chercheur-expert. Donc, en traitant de la question de l'expertise et de la consultation internationale dans la production de la connaissance, notamment sur le domaine des sciences d'éducation. Il a cité à la fin que si Najib Arsi a traité de cette question, mais oui, c'est une question que j'avais moi-même traitée dans ma thèse, où je trouve que c'est une bonne occasion de revenir sur cet aspect-là, parce que on croit dans bon nombre de stratégies nationales. On croit que mettre en place des stratégies nationales suppose se baser sur l'expertise internationale, sinon sur des bureaux d'études, que ce soit au niveau national ou international. Qu'en-est-il des chercheurs marocains ou, et c'est ça ma question, pourquoi ne pas intégrer un peu dans une logique de trilogie de la production de la connaissance, notamment la recherche, l'expert, bien évidemment les professionnels du terrain. Je cite un peu les enseignants, tout le monde, c'est un peu la communauté scolaire, éducative, pédagogique qui produit la connaissance, qui participe dans la production de la connaissance. C'est limité aux juste aux experts et aux chercheurs, moi je trouverais c'est un peu, je dirais, j'aimerais bien que si Naïs puisse un peu m'expliquer pourquoi cette délimitation, voilà, sachant que je dirais, là je partage je partage avec vous une sorte de formalisation, standardisation de la connaissance en se basant sur les bureaux d'études internationaux qui se basent généralement sur des canevas, comme si la production de la connaissance se limitait à produire, connaît-il,
je dirais, l'esprit libre pour produire de la connaissance, parce que produire une connaissance sur la base d'un canevas prédéfini, moi je dirais c'est une atteinte à l'esprit critique et à la créativité, de telle sorte qu'on est entré dans une ère de, je dirais, canvatisation de la connaissance, sinon une forme de même pour les productions, je dirais, sous format PowerPoint, comme si on parlait des Sliderman à un certain moment. Produire la connaissance sur un format prédéfini, moi je trouve que c'est un peu limitatif à la créativité humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'objet qui a été soulevé est évidemment pour moi aussi d'un grand intérêt. Des années et des années que je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Et par rapport à l'éducation, qui est un terme déjà en français, hein, la science d'éducation du 19e, les sciences d'éducation en 65, c'était déjà une option, je dirais, épistémologique, hein, et méthodologique, axiologique. Et après, quand on dit science de l'éducation et qu'on convoque l'expertise internationale, moi je me pose des problèmes de langue. Je ne suis pas persuadé, alors, pour les langues que je connais, en italien, en espagnol, en portugais par exemple, quand on dit éducation, ça ne couvre pas tout à fait exactement, disons, ce que en français on souhaitait, on vit. Et en anglais, j'en suis encore moins, même si c'est le même mot. Hein, s'il y a des faux amis absolument terribles. Donc, de quoi on parle quand un expert international vient évaluer un projet, je dirais, de sciences d'éducation en France? Ça se fait comme ça, l'ANF. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'on est tous le produit, au moins, d'un processus qui s'appelle l'éducation familiale, qui nous imprègne. D'accord? Il y a un discours dessus depuis les latins. Hein. Et je pense qu'en même temps, chacun se reconnaît compétent dans le domaine de l'éducation. Alors, de toute façon, en tant que père ou mère, il n'y aura pas une école qui va former. Hein. C'est directement plongé dedans. Donc, mais je pense que ça a une incidence sur le regard des représentations sociales qui déterminent aussi des orientations politiques. D'accord? Je pense que beaucoup de personnes ont quelque chose à dire sur la pratique de l'enseignement et sur l'enseignement. Et qu'il ferait mieux qu'à la place de l'enseignant, ils ne vont pas, mais à la place de l'enseignant, ça irait beaucoup mieux. On entend des propos, si j'étais ministre de l'Éducation, ça irait beaucoup mieux. Moi, je ferais ça. Tout le monde est compétent. Tout le monde, hein, d'accord? Pour mettre les mains à la pâte, un peu moins. Mais enfin, voilà. Et je pense que ça perturbe aussi. Et après, évidemment, il y a le statut, je veux dire, de la scientificité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déterminer la scientificité d'un énoncé d'une propriété qui relève du champ de l'éducation. Ça, c'est une vraie question. Et moi, je suis extrêmement, comment dirais-je, inquiet des mouvements actuels par rapport à ce qu'on appelle la vérité alternative. C'est-à-dire, on va énoncer une opinion personnelle parce que j'ai bien le droit de penser, ça c'est vrai, on a le droit de penser, mais à l'ériger en vérité, au même titre qu'une recherche cadrée scientifiquement. Alors, dans le domaine de la physique, on voit bien qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, hein, alors qu'on a des outils. Mais alors l'éducation, ça va être encore plus flou, hein, puisque c'est-à-dire qu'on a un relativisme qui est nécessaire, mais là c'est un relativisme extrémiste, j'ai envie de dire, et puis qui est dangereux. On l'a vu pour la question de la vaccination. Voilà, je n'ai pas vraiment de question, mais c'est renvoie à un échange, et c'est ces inquiétudes qu'il y a actuellement sur cette question de la négation du résultat scientifique, ou du moins de le mettre à la même hauteur. J'apprécie beaucoup, je reprends son texte, le prix Nobel de physique 2012 sur la lumière, Serge Haroche, dans son livre sur la lumière qu'il a publié après,
le Covid étant déjà un peu passé, donc dans une pause faste, explicite. Il a mis des mots mieux que moi sur cette inquiétude. Merci beaucoup. Professeur Merci Madame la Présidente. Je m'adresserai à mon collègue M. Youssouf Maïtani. Je me permettrai quand même d'établir une petite comparaison entre le travail du chercheur et celui de l'expert. Si le chercheur est dans la théorisation, par exemple, le chercheur est dans la réalisation, l'expert est dans la réalisation. Quand on a une thèse de doctorat, par exemple, les résultats, c'est des conclusions, des recommandations, des suggestions, alors que pour une étude d'expertise, c'est des modèles, des outils, des critères, etc. Donc c'est ce qui est opérationnel en premier lieu. Par ailleurs, l'expert ne peut se passer bien sûr de la recherche scientifique pour la validité des idées, des hypothèses qu'il pose. Alors mon souci, c'est comment hausser la recherche dans le domaine de l'éducation, notamment la recherche doctorale, de cette typologie, c'est-à-dire commencer par une hypothèse, aller dans le théorique, puis dans les outils, après sur le terrain, après le SPSS, après la conclusion. Donc nous avons une recherche type. Alors que nous attendons toujours qu'une recherche nous donne des conclusions, des solutions à des problèmes réels. Alors, ne serait-il pas possible, par exemple, de faire intégrer des étudiants, par exemple, de doctorat dans des études d'expertise pour qu'ils soient un petit peu entraînés à cette pensée de ce qui est résoudre un problème à partir de ce qui est opérationnel. Merci beaucoup. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce que je voudrais dire, de mon intervention, si vous voulez, serait plutôt axée sur une observation externe. Moi, je ne suis pas... Est-ce que vous permettez de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est Abdullah Karim. Je suis de la Mauritanie. Je représente l'école normale supérieure qui a été de Nouakchott, qui a été conviée à la participation à cet événement. Je suis professeur de sciences de l'éducation. J'informe le public que je suis sortant de cette faculté depuis assez longtemps. Mon observation, mon propos, s'il vous plaît, s'intègre plutôt dans un cas, sous une forme, si vous voulez, d'observateur externe. Parce que toutes les thématiques qui ont été développées ici, c'est des thématiques qui ont été, si vous voulez, largement, si vous voulez, traitées par les collègues, et certainement aussi l'intérêt que le public a vis-à-vis, si vous voulez, de ces questions. C'est un intérêt aussi, si vous voulez, assez profond. Donc, personnellement, je ne m'étale pas sur ça. La suggestion que j'ai, c'est que je considère que les thématiques ou les thèmes qui ont été développés, c'est des thèmes extrêmement importants. Et par ailleurs, je tiens à rappeler que cette faculté, c'est la seule faculté qui existe, à ma connaissance, au niveau du Maghreb arabe. Donc ça, c'est important. Et là, si vous voulez, ça lui confère un statut particulier qui lui incombe certaines responsabilités dans le domaine de la promotion des sciences de l'éducation dans la sous-région. Personnellement, je propose que les thèmes qui ont été développés soient inscrits dans un plan d'action que la faculté, si vous voulez, doit adopter, doit si vous voulez, intégrer, si vous voulez, dans sa stratégie, sous forme d'un plan d'action qui doit prendre, si vous voulez, en compte chaque thématique à part et les développer davantage. Et si c'est possible, je voudrais bien aussi que cette faculté, si vous voulez, fait participer les autres pays. C'est de nature à enrichir d'abord les thèmes, mais c'est aussi de nature aussi à fournir aux différents pays éventuellement, notamment les gens qui travaillent dans les centres d'éducation,
certaines prises de réflexion ou la réponse à des questions qu'ils ont. Et ça, je crois que c'est ça un peu. C'est-à-dire que moi, je considère que la faculté, si vous voulez, a un rôle pionnier dans ce domaine, un rôle central dans le domaine des sciences de l'éducation au niveau de la région, et il doit essayer d'élargir un peu son action. Et quand on parle du 40e anniversaire, ça c'est un événement important. Et je crois que parmi l'output, si vous voulez, de l'événement, c'est de développer un plan d'action qui intègre l'ensemble des thèmes phares qui ont été développés ici et essayer de les traiter sous forme de colloques ou de séminaires, si vous voulez, spécifiques dans l'avenir. Et ça va être c'est un grand avantage pour la faculté, parce que ça va nous donner un rayonnement aussi bien au niveau national marocain, mais aussi au niveau, si vous voulez, sous-régional et même international, parce que je sais que le partenariat avec cette faculté, il va au-delà, si vous voulez, des confins de l'espace maghrébin. En Europe, il est présent partout, donc c'est ça, si vous voulez, mon observation. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Nous avons noté avec intérêt votre proposition relative à établir un plan stratégique qui se base sur les thématiques du colloque. Et aussi, donc, on confirme que déjà la faculté des sciences de l'éducation est ouverte sur plusieurs pays et elle va avancer davantage dans cette stratégie d'ouverture. Merci beaucoup. Donc, et peut-être dans les recommandations du collègue, vous allez peut-être trouver votre proposition. Donc, il y avait plutôt des questions à professeur Leitz-Gleit, donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Dans la présidence, je vais réagir très brièvement aux questions et aussi surtout aux enrichissements qui me concernent. Je voudrais commencer par le professeur Yacoubi, qui souhaite savoir pourquoi j'ai limité ma réflexion à l'expert et aux chercheurs des sciences de l'éducation alors qu'il y a d'autres acteurs. Pour la simple raison, d'abord, moi je n'ai pas présenté tous les acteurs impliqués dans les sciences de l'éducation, et c'est sûr qu'en plus des décideurs, des chercheurs, des experts, il y a des professionnels et il y a même des bénéficiaires, parce que quand on parle par exemple de la lutte contre l'analphabétisme, on ne doit pas oublier que ceux qui sont en alphabétisme sont très importants et le discours doit être pris au sérieux. Moi, je me suis limité aux chercheurs et aux experts pour deux raisons principales. La première, c'est un choix méthodologique. Et c'est ça la liberté du chercheur, c'est qu'il est lui-même est capable de dire, voilà, moi je choisis de focaliser l'attention, de mettre le regard et de mettre sur le curseur tel ou tel phénomène et non pas d'autres. La deuxième raison, elle est simple. C'est que les chercheurs et les experts, ce ne sont pas des hommes de pouvoir, mais ce sont des hommes d'influence. Et ils influencent la politique éducative, ils n'ont pas de pouvoir sur la politique éducative. Je vais donner un exemple très significatif pour ceux qui étaient là en 2009 quand le Maroc a décidé d'adopter la pédagogie de l'intégration. La pédagogie de l'intégration, nous savons très bien dans quelles conditions elle a été exploitée, elle a été utilisée. Des experts, un expert principal venu de France, venu donc vanter les mérites de cette pédagogie d'intégration, de dire voilà, donc c'est une solution miraculeuse, il va résoudre tous les problèmes de l'école primaire, etc. etc., etc. Bon, rien ne met en question, ne remet en question cette pédagogie de l'intégration qui a réussi sous d'autres cieux, sauf que le chercheur de sciences de l'éducation, il va dire, et c'est ça sur l'importance du chercheur, il va dire, écoutez, faites attention, voilà un point de vigilance, on ne peut pas imposer une pédagogie de l'intégration et former des centaines de milliers de professeurs pour 2 ou 3 mois rapidement, si on n'a pas changé les curricula. Ça n'a pas d'intérêt de dire, voici, donc on change la méthode d'enseignement et les curricula appartiennent à l'ancienne génération. Voici le rôle. L'expert va vanter les mérites de la pédagogie de l'intégration, il va dire, voici les recommandations, voici la solution qu'il faut faire. Le chercheur en sciences de l'éducation va dire, donc écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas sous-estimer tel ou tel aspect. Notre cher professeur émérite, je suis tout à fait d'accord avec vous, derrière l'usage des concepts, il y a bien sûr la question des langues, et chaque langue
ne serait-ce que la différence entre le français et l'anglais par rapport à plusieurs concepts des sciences de l'éducation. Ils ne sont pas porteurs tous de la même valeur. Mais pourquoi d'ailleurs dans le domaine de la coopération internationale, notamment les projets qui sont financés par des bailleurs de fonds, je pense à l'UNICEF, à l'UNESCO, à l'Union européenne, etc., ce n'est pas par hasard que si on impose comme chef de mission un expert étranger. On ne verra jamais au Maroc un chef de mission qui est marocain. C'est toujours un étranger, parce qu'on pense que cet expert principal, venu par exemple d'un expert d'une organisation internationale, il va plutôt brosser le paysage international, il va être en harmonie avec les recommandations internationales. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a aujourd'hui un pouvoir très important de l'économie néolibérale sur les questions de l'éducation. Aujourd'hui, on ne peut pas nier ce pouvoir. Quand on parle de no public management, quand on parle de l'approche par résultat, tout ça, donc ça a été dit ce matin, c'est une influence très importante et il y a beaucoup d'écrits qui ont réfléchi sur le pouvoir des organisations internationales. Professeur Nibi, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment maintenant réconcilier la recherche et l'expertise? Je pense que l'université doit, en plus du développement de la recherche fondamentale, focaliser et encourager la recherche-action. Je pense qu'on a beaucoup dit sur la recherche-action. On ne peut pas ignorer ses avantages. Aujourd'hui, vous avez travaillé avec des étudiants chinois et vous savez très bien que tous ces étudiants des prestigieuses universités, tout leur travail de recherche est basé sur le travail de terrain, c'est-à-dire une immersion totale du travail de terrain, ce qui fait que la validité des résultats viennent surtout des résultats. Donc, notre cher ami et professeur Karim, bien sûr, je pense que l'intérêt de cette rencontre et de la convention que la FSE a avec l'ENS de Nouakchott, c'est justement le partage des compétences, le partage des connaissances, des compétences, des savoir-faire. Et pourquoi j'ai choisi de mettre le curseur sous le regard cette problématique, parce que on n'en parle pas, on en parle très peu. C'est un rapport de force aujourd'hui entre les chercheurs et entre les experts. Dans d'autres pays, nous, on n'a pas encore de statut de chercheur, on a des enseignants-chercheurs. Mais les Américains, par exemple, ils ont un chercheur en sciences de l'éducation qui n'est pas forcément un enseignant. Donc il ne fait que de la recherche. Ceux-là, quand ils sont impliqués dans des projets d'expertise, le passage il est plus facile que celui entre un enseignant-chercheur et un travail d'expertise. Voilà. Donc j'espère que j'ai apporté d'ample information de complément sur ce qui est fait. Chers étudiants, je m'excuse de ne pas pouvoir vous donner la parole. Il y avait un grand décalage en termes de temps. Et peut-être on aura l'occasion, que ce soit dans le cadre de nos cours, de débattre tout ce qui a été discuté au niveau du colloque. Bon, c'est pas grave. Sans tarder, donc, et pour clôturer notre séance. Clôturer notre séance, nous avons la faculté des sciences de l'éducation, comme toujours, est ouverte sur d'autres établissements et à l'honneur de reconnaître les travaux scientifiques et de reconnaître donc, la recherche scientifique à travers le monde. Et aujourd'hui, donc, notre cher collègue, Monsieur Mekawi, docteur en sciences de l'éducation, de l'Université Lumière Lyon 2 France, a obtenu son doctorat le 21 septembre 2022. Il a soutenu sa thèse « La perspective interdisciplinaire de l'enseignement-apprentissage de la résolution du problème mathématique et de la production écrite en contexte plurilingue au Maroc, approche pédagogique, didactique et ethnomathématique », sous la direction du professeur émérite Jean-Claude Régnier. Et nous avons le plaisir donc, de vous honorer aujourd'hui, de demander à votre professeur, votre encadrant, donc,
lui demander de vous remettre votre diplôme parce qu'il y avait des circonstances de non-remise sur place. Donc, on vous invite tous aujourd'hui. Félicitations. Oui, donc je ne sais pas, Madame Melika, Monsieur le doyen n'est pas là. Ah, ça va être Monsieur Jacobi qui va le remplacer.